Merci. S'il vous plaît, vous voulez bien couper vos micros? Oui, Blanc. Merci. Bonjour, docteur Sophie Saloum. Bonjour, bonjour. J'étais votre étudiante à l'USEC. Ah, je suis très heureuse de vous revoir virtuellement. Maintenant, je vous prie donc, vous tous et toutes, de couper vos micros et donc je vais accueillir les personnes présentes. Docteur Fawaz Kabara, conseiller pour la francophonie de son Excellence, Monsieur le juge Mohamed Wissam Murtada, ministre de la Culture. Révérende sœur, révérend père, en vos titres et qualités. Madame Cynthia Fadel, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. Au nom de la LEF, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, notre association conclut les activités dans le cadre du mois de la francophonie par une conférence de Madame Cynthia Ide intitulée « Neuropédagogie, qui es-tu? À qui et à quoi sers-tu » La neuropédagogie est une discipline émergente qui contribue à l'enseignement, apprentissage du français et des autres langues étrangères. Elle constitue la rencontre entre la pédagogie et les sciences cognitives, neurosciences, psychologie, philosophie. Madame Eid vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Je suis une novice en la matière. Au nom de la LEF, je remercie les personnes présentes d'avoir accepté notre invitation à cette conférence. Je remercie également les membres du bureau central de notre association pour leur engagement, leur dévouement à la LEF, à l'enseignement du français, leur participation active à la conception des projets et à l'organisation de nos activités, en particulier notre webmestre, M. Habib Zorko, qui excelle dans le numérique, et notre secrétaire générale, Mme Elham Slimotay, qui excelle dans l'organisation de nos activités. J'adresse mes remerciements à l'ambassade de France pour le soutien moral et financier qui contribue à la réalisation de nos projets et à Madame Sylvie Lamy, attachée de coopération pour le français, pour la large diffusion de nos activités. Enfin, j'exprime mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le juge Mohamed Wissam Murtada, ministre de la Culture, pour nous avoir accordé le haut patronage de son ministère. Permettez-moi maintenant de vous présenter Madame Cynthia Ide. Évidemment, elle a un impressionnant CV, mais je suis obligée de restreindre au point important. Madame Cynthia Ide est passionnée pour l'enseignement. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication, option ingénierie de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, obtenue à l'Université de Lille. Elle est également détentrice d'un doctorat en droit international, obtenu à l'Université René Descartes, Paris 5. En tant que professeure de didactique et de français, langue étrangère et langue seconde, elle a exercé au Canada francophone et anglophone, aux États-Unis et au Liban. Elle a aussi occupé des postes administratifs. Directrice de l'école française de Middlebury aux États-Unis, conseillère pédagogique au vice-rectorat adjoint aux études, service de soutien à l'enseignement à l'Université de Montréal, vice-présidente aux relations internationales au Liban. Actuellement, elle est directrice de la pédagogie et de l'innovation du groupe IGS Paris, Lyon et Toulouse. Son engagement en faveur de l'enseignement du français
a été reconnu par la France qui lui a conféré le titre de chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. En 2016, au cours du congrès mondial organisé par la Fédération internationale des professeurs de français, elle a été élue vice-présidente de l'AFIPF et en 2021, au cours du congrès mondial de l'AFIPF à Naples, elle a été élue présidente de l'AFIPF. C'est à ce titre que nous l'accueillons aujourd'hui pour cette conférence organisée par l'ALEF en partenariat avec la FIPF. Elle a écrit plusieurs articles et ouvrages en pédagogie et en relations internationales. L'année dernière, à l'invitation de notre association, elle a animé avec M. Marc Audou et M. Philippe Liria une formation sur la classe inversée. Je conclus en précisant que Mme Cynthia Hyde est une amie fidèle de l'ALEF. Elle nous encourage à aller toujours de l'avant et à œuvrer pour la promotion du français et de la francophonie au Liban et dans le monde, ce que nous avons fait déjà par des colloques internationaux. Madame Cynthia Hyde, à vous la parole. Merci beaucoup, merci. Je suis très, très touchée par ces mots, Madame la Présidente, chère Sophie, Monsieur Fawaz Kapara, Monsieur le conseiller du ministre de la Culture, donc à qui j'envoie toutes mes salutations et merci de votre présence. Très chère Sophie, je ne peux pas, Madame la Présidente, mais c'est avant tout très chère. Non, non, une amie. Très chère Elam, Madame la secrétaire générale de l'ALEF. Pareillement, très cher Habib, très chère sœur, révérende sœur, révérend père. Alors, chers collègues, chers amis, vous savez, je suis un des vôtres et je suis très, très, très émue de retourner à l'alma mater, à mon pays, à mes racines, et vous dédicacer après cette élection, pour la première fois, une femme depuis 52 ans à la tête de la FIPF, une femme qui provient de chez vous. Je vous le dédie et je vous dis toute ma fierté aujourd'hui que j'offre aussi à chacune et à chacun. Donc, être francophone, être fier de l'être dans un pays à la base berceau de la francophonie et qu'il l'est, qu'il le restera avec des gens dédiés, avec des gens qui sont tellement passionnés par la francophonie comme vous, comme ce que fait l'ALEF avec l'appui du ministère de la Culture aujourd'hui. Donc, j'en parlais avec la ministre de la Culture en France il y a quelques jours de ces initiatives et on ne peut qu'être fiers et saluer justement la démarche, les petits pas aujourd'hui de chacune, chacun des enseignants sur le terrain qui fait passer le flambeau justement aux générations futures. Donc, sans trop tarder, je regarde, nous sommes aujourd'hui 80 participants. C'est pas évident, hein, donc dans un pays qui souffre aujourd'hui, qui souffre pas mal, qui a pas mal de blessures. Mais quand on regarde cette détermination de chacune et de chacun, je sais que ce pays que j'adore, que je porte dans les tripes, va renaître de ses cendres grâce à chacune et à chacun d'entre vous qui, justement, faites briller les yeux de vos apprenants au quotidien. Donc, sans trop tarder, je voudrais, si vous permettez, faire deux choses avant de commencer la conférence. Peut-être vous demander de mettre vos caméras pour quelques instants, à part M. Kabara, malheureusement, qui a des problèmes techniques, pour qu'on puisse justement prendre une photo collective qu'on mettra, qu'on relaiera sur le site de la FIPF. Donc, si vous avez la connexion et vous avez l'envie d'être avec nous sur la photo, donc je vous invite à mettre vos caméras. Ok, alors si vous êtes prêts, je prends la photo. Et j'en prends une deuxième juste au cas où. Super. La deuxième chose aussi que j'aimerais faire avant de commencer ma présentation, c'est de prendre 1 minute 30 secondes pour vous présenter la FIPF. Donc, je vais partager mon écran. Je vais passer une petite capsule vidéo pour comprendre quel est le lien entre la FIPF, qui est un réseau mondial,
et votre association locale aujourd'hui, qui est la LEF, l'Association libanaise des enseignants français, et qui est justement une des associations super dynamiques dans le réseau de la FIPF. Donc, je partage mon écran et je vous laisse découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien la FIPF, juste quelques instants. Et voici. La Fédération internationale des professeurs de français. Vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. Et voici. Merci, merci de votre attention. Donc, une petite aussi note pour vous dire que le congrès à venir, c'est le congrès du monde arabe qui va avoir lieu justement en Tunisie du 2 au 5 novembre. Et donc, je vous invite vivement à pouvoir y participer, à pouvoir présenter justement aussi vos pratiques. Vous faites énormément de choses sur le terrain. Donc, présentez vos pratiques de classe de telle façon à ce que aussi ce Liban, qui nous est très très cher, continue à rayonner non seulement dans le monde arabe, mais partout dans le monde. Donc, ceci m'amène justement à ma présentation aujourd'hui, à la demande de notre cher secrétaire général de vous parler de neuropédagogie. J'espère que vous voyez mon écran comme il faut. Et donc, avant de passer à moi, ce que j'ai envie de vous dire sur la neuropédagogie, je vous ai mis dans le chat un lien et j'aimerais, sur ce lien que vous voyez là, que vous y alliez pour pouvoir répondre à ma question. Pour vous, quand vous pensez à la neuropédagogie, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Donc, je vais sortir de ma présentation pour aller à l'encontre de vos réponses. Donc, vous trouvez le lien par là. Il suffit de cliquer sur le lien et de pouvoir faire un nuage de mots sur qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de neuropédagogie. C'est juste www.menti.com. Voilà, il faut juste cliquer dessus et en cliquant dessus, vous allez arriver au lien directement. Oups, pardon.
On voit que les réponses continuent à affluer, mais justement, ce qui est super, c'est de voir quelques mots-clés qui sont au centre. Avoir donc le cerveau, bien sûr, le mot cerveau qui est très récurrent, le mot pédagogie qui est très récurrent également, avec des mots autour, hein, donc comme neurone, mais également comme motivation, comme émotion, comme cognitif, comme mémoire, hein, et donc des images mentales. Tous ces mots-clés, je pense qu'on va pouvoir les retrouver tout le long de la conférence d'aujourd'hui, autant que possible, justement, voir quel est le rapport avec la neuropédagogie. Donc, comme on a bien dit, il y a les neurones, il y a la pédagogie aujourd'hui. Donc, je ne vous fais pas une conférence sur les neurosciences. Les neurosciences, c'est carrément une science plus vaste où on va aller voir faire des IRM pour le cerveau, etc., qui s'approchent davantage donc à la lisière de la médecine et de la pédagogie. Aujourd'hui, on va parler notamment de neuropédagogie. Ça veut dire quelles sont les techniques qu'on pourrait adopter en salle de classe pour mieux apprendre au lieu de désapprendre. Je vais vous amener également sur une autre question. Et si je vous demande aujourd'hui à quoi ressemblerait aussi votre classe, c'est-à-dire si vous aviez à choisir parmi ces trois éléments, ces trois images, est-ce que dans votre classe prédomine le pourquoi, ça veut dire les émotions? Est-ce que ça prédomine davantage le quoi, ça veut dire tout le côté cognitif du cerveau? Ou est-ce que c'est le kinesthésique, c'est le faire, c'est le toucher qui prédomine dans votre salle de classe? Alors, qu'est-ce que vous répondrez, bien sûr, par ordre d'importance? Donc, je vous laisse également répondre à cette question. C'est aussi dans le chat? C'est le même. C'est une fois que vous avez répondu au premier, ça va s'afficher devant vous directement le deuxième. Il faut rafraîchir la page si ça ne s'affiche pas. Très intéressant. Donc, vous voyez à l'instant même ce qu'on voit apparaître sur l'écran. Et contrairement à ce que j'ai d'habitude, j'ai le centre qui apparaît le plus, c'est-à-dire que c'est le cognitif, c'est le contenu du programme qu'il va falloir passer. Aujourd'hui, on voit que c'est plus les émotions qui apparaissent. Pour vous dire que finalement, on va parler de cette approche holistique, ça veut dire une approche globale. On ne peut pas saucissonner la tête de l'apprenant, de son corps, de sa façon de faire. Donc l'apprenant aujourd'hui est un tout. Quand on parle de la neuropédagogie, on ne parle pas uniquement donc, du cognitif, du contenu, ça veut dire le quoi, mais également du comment et comment on va faire, c'est-à-dire toute cette approche donc tactile et des émotions également, ça veut dire toute cette partie, est-ce que j'aime la matière ou j'aime pas la matière? Et on va voir que le plus souvent, la motivation provient de l'enseignant. C'est elle ou lui qui va vraiment faire passer justement le message, qui va faire davantage pousser les apprenants à s'engager dans la matière et à mieux apprendre. Donc voilà, je vais sortir de... merci beaucoup d'avoir répondu donc à mes deux questions. Et je vais revenir à mon PowerPoint pour justement vous annoncer ce sur quoi on va travailler, enfin, ce qu'on va faire aujourd'hui. Après une petite introduction, pour conclure en fait ce que vous avez vous-même avancé, on va s'attarder sur
qui elle est, cette neuropédagogie, à quoi elle sert, et revenir sur cette approche holistique de l'apprenant. Donc, on ne peut pas saucissonner la tête du corps et du cœur. On va parler de quelque chose qui est très très important dans l'apprentissage des langues, qui est la NL et la neuropédagogie. Et on va parler des gestes mentaux, qu'on appelle les gestes mentaux fondamentaux dans l'acte d'apprendre. Il y en a énormément, il y en a pas mal, il y a 5 piliers. Mais aujourd'hui, je vais voir un pilier en particulier et vous donner quelques pistes dans notamment le pilier de mémoriser, de retenir. Alors, j'espère que ça vous va comme plan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre à peu près 1 heure de présentation, puis peut-être voilà, accorder un quart d'heure ou peut-être un peu moins d'heures de présentation et accorder plus de temps aux questions. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le clavardage qui figure ici, dans le clavardage. Et donc, tout à l'heure, les questions seront relayées par Madame Sophie ou par Madame Elam. Voilà. Donc, alors, cette histoire des 3 C qu'on appelle cerveau, cœur, corps, ces 3 C, justement, on les met au centre de tous les apprentissages, comme je viens de dire. Ça veut dire que c'est vraiment difficile de dire, ben non, moi, enseignante, je n'ai pas à m'intéresser aux émotions des apprenants, ou voilà, moi, j'ai un programme à finir et je le finis et le reste ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça parce que cette approche nous a montré que justement, on est un tout. C'est comme un patient qui va chez un médecin, eh ben, il ne va pas justement s'attarder il dit, bon, ma main me fait mal. Eh ben, il va faire le diagnostic pour voir pourquoi sa main va mal. Est-ce que c'est une question de stress? Est-ce que c'est une fracture? Voilà, etc. Donc, on va faire le diagnostic pour comprendre le tout holistique, le tout global de cette douleur. Et il en est de même, justement, pour les apprenants, quand ça va mal ou quand ça va bien, bah, savoir un tout petit peu quels sont les éléments qui sont abordés et le pourquoi. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche holistique des 3 C. Je répète, le C pour cerveau, le C pour corps et le C pour cœur, pour justement donc parler du kinesthésique, du cognitif et également des émotions. Et il semble que cette approche ne soit pas très, très connue ou bien appliquée, notamment, bien sûr, dans le domaine de l'éducation en général, mais notamment également dans les salles de français langue étrangère. Et que le fait d'en connaître davantage, ça nous permet justement de mieux adapter nos méthodes pédagogiques donc auprès de nos apprenants. Alors, en première partie, donc la grande question qui a été posée, qu'est-ce que c'est que la neuropédagogie aujourd'hui et à quoi ça sert? Donc, on va essayer de faire une tentative de définition. Je ne veux pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais tout à l'heure, je vais plus vous les montrer par donc des explications simples pour expliquer donc qu'on a plusieurs mémoires et un cerveau qui contient plusieurs lobes. Mais ça, je vais revenir dans quelques instants. Je vais commencer justement par qui es-tu neuropédagogie. C'est une petite capsule vidéo de 4 minutes, mais qui vaut vraiment la peine d'être visionnée de telle façon à ce qu'on voit qu'est-ce que c'est que cette neuropédagogie et qui s'applique non seulement aux enfants, parce que c'est vrai qu'elle peut s'appliquer aux enfants, elle peut s'appliquer aux adolescents, elle peut s'appliquer également aux seniors. Donc, qui est cette neuropédagogie? Allons à sa découverte. Cela ressemble à une partie de Colin Maillard. Moi, je vois tout noir. Super. Alors, quand vous ne voyez plus rien, vous mettez vos mains sur les genoux et je vais vous installer les cages. Et pourtant, c'est un cours de lecture. À tâtons, ces élèves de maternelle apprennent à lire avec leurs doigts. En plus de leurs yeux ou de leurs oreilles, ils utilisent le toucher. À trouver la lettre L. Tu as reconnu le tracé alors? Oui. Je pensais que c'était celle-ci, alors je l'ai touchée et je sais. Tu as eu de la chance, c'était la première. Cette méthode bouscule les codes. Et pourtant, elle aide les enfants à mieux apprendre. Chez eux, le toucher est un des sens les plus développés et naturels. D'ailleurs, c'est prouvé par les scientifiques. Édouard Jantaz est un grand spécialiste du cerveau des tout-petits. Pour lui, apprendre à lire doit se faire en 3 dimensions. Le grand défi pour les enfants de grande section maternelle est de comprendre le lien entre la forme visuelle d'une lettre
qui est traité dans les zones visuelles, avec le son correspondant qui sont traités dans les zones auditives. Pour faciliter cette association, on rajoute le toucher de cette façon à améliorer cette connexion entre la forme visuelle de la lettre et son son correspondant. Et dans la tête des enfants, ça marche. À la fin de l'année, ils se trompent moins et reconnaissent plus de mots. Quand la science et l'éducation se rencontrent, c'est ce qu'on appelle la neuropédagogie. Apprendre à stimuler de nouvelles zones dans le cerveau, créer des connexions, voilà les objectifs des scientifiques. Leurs expériences, ils les mènent aussi chez les ados, à cet âge où les émotions prédominent, comment les canaliser. Et voilà comment démarre le cours de physique. Les réactions chimiques, comme au cinéma, sur grand écran et en musique. Pour ce professeur, il s'agit de surprendre ses élèves, susciter une réaction que les scientifiques appellent émotion positive et qui va les aider à se concentrer. On met une petite vidéo ou une image des fois ou un texte qui les capte, c'est hop, tout de suite ils sont en émotion positive et ils se mettent à écouter le cours et c'est vraiment intéressant. Alors après on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, des fois ils repartent et bien hop, on met une autre petite vidéo, on les remet dans l'émotion positive et c'est reparti pour le moment. Quand le cerveau éprouve une émotion positive, il sécrète de la dopamine, une hormone du plaisir qui lui donne envie d'apprendre. Au contraire, quand des émotions négatives comme le stress ou l'angoisse s'accumulent dans le système limbique, le cerveau se bloque. Les informations ne circulent plus jusqu'au cortex préfrontal, là où se trouve notre mémoire profonde et notre capacité à raisonner. Le texte, traduis-le avec tes images, tes associations et tes images. Inutile donc de faire peur aux élèves. Au contraire, la neuropédagogie utilise des techniques de mémorisation plus efficaces. Dans ce cours de français parfaitement normal, les premières étudient le rouge et le noir de Stendhal. Mais ici, pas de plan linéaire, pas de par cœur. Les ados fonctionnent par association d'idées pour tracer une carte mentale. J'ai fait un petit dessin pour montrer un œil, pour que je me rappelle que c'est le regard. Objectif, rattacher le texte à des images et des souvenirs personnels. Car c'est prouvé, le cerveau établit alors des connexions plus rapides et retient mieux les informations. En le dessinant, en plus, ça m'aide parce que du coup, je m'en souviens, j'ai détaillé plusieurs parties comme ça. Parce que, par exemple, Madame de Rênal voit de Julien, et ce que Julien voit de Madame de Rênal. Je vais me rappeler dans ma tête du petit cœur qui va me rappeler du titre qui après va m'aider à me souvenir de ce que j'avais marqué. En 2007, un rapport de l'OCDE s'est penché sur ces méthodes et il les a jugées encourageantes. Reste aux professeurs et aux scientifiques à coopérer pour les mettre en pratique. Voilà, donc j'aimerais voir un peu votre retour par rapport à cette neuropédagogie. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, n'hésitez pas à mettre votre micro et à prendre la parole. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, quelque chose que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas. On prend 1 minute ou 2, voilà. Moi, j'ai remarqué qu'après 2 ans de confinement, que les enfants travaillent beaucoup sur leurs émotions. Donc, ils apprennent à partir de leurs émotions. Et quand on table les émotions et surtout le côté positif des émotions, ils sont capables d'acquérir beaucoup de notions. Super, merci Amy. D'autres interventions? Après le confinement, bonsoir à tous. Après le confinement, on essaye d'appliquer de plus en plus ce qu'on appelle la carte mentale dans tous nos cours presque. Parce qu'on a remarqué que nos étudiants ont des problèmes pour mémoriser et ont des problèmes. Enfin, la carte mentale aide à structurer le cours et aide à se retrouver par la suite. Merci Faten. Justement, donc, ce qui ressort, c'est les émotions. Ce qui ressort, une des techniques de mémorisation, mais également de présentation, qui est la carte mentale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions encore? Oui, cher Habib.
Moi, je crois que le fait d'associer un peu ce qu'on est en train d'étudier ou d'essayer de mémoriser, les associer à des souvenirs ou à des émotions personnelles, c'est comme inculquer ce dont on parle dans le cerveau de l'enfant, de l'apprenant. Exactement. Donc, c'est aussi davantage utiliser plusieurs canaux. Donc, c'est cette histoire de canaux, donc la main, justement la mémoire, etc. Ce sont des éléments justement pour renforcer les canaux. Merci. Et on prend une dernière, celle de Rima. Chère Rima. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai remarqué pendant la période de confinement que la concentration du professeur et surtout pendant l'enseignement à distance, il y a cet impact sur la concentration, pas seulement la motivation. Là, dans la vidéo, nous avons entendu le mot motivation surtout, les outils pour motiver, mais aussi pour capter la concentration du prof et de l'étudiant pour plusieurs facteurs, parce qu'il y a tout autour non seulement les onglets, les applications, le fait de faire le PowerPoint, et je crois que tout ça, il y a aussi les facteurs extérieurs, les facteurs externes, le bruitage, mais tout cela, à mon avis, fait partie de la neuropédagogie. Et surtout, ce qui a attiré mon attention dans la question que vous avez posée, pourquoi il y a eu le plus grand pourcentage sur le mot émotion? Parce qu'actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, et il y a les informations qui sont à la portée de tout le monde. Donc, le savoir, c'est à la portée de tout le monde. Les émotions pour sélectionner, pour motiver, pour capter cette concentration, ce qui est très important, et je crois que ça fait partie de la neuropédagogie. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Absolument, absolument. Merci, Charima. Donc justement, on va voir tout à l'heure parmi les piliers, aujourd'hui on va aborder la mémoire, mais il y a également un pilier qui est celui de la compréhension, de la concentration, il y a plusieurs piliers. Vous savez que c'est tout un monde que je ne peux pas aujourd'hui développer en entier, il a fallu que je rentre par un angle et j'ai choisi la mémorisation, mais également la concentration. C'est tout un pilier de la neuropédagogie, absolument. Et ce que nous avons vu, vous l'avez dit pratiquement toutes et tous, c'est que pendant notamment ces 2 années difficiles, on s'est rendu compte combien les émotions étaient importantes. Non seulement voilà, pour faire passer le message, pour motiver, mais également justement tout ce qui vient d'être dit. Ça veut dire qu'on était face à du cognitif toute la journée, assis ou assise devant un ordinateur, à avoir des informations qui remplissaient la tête. Et le corps était presque figé. On est assis sur une chaise, on ne bouge pas, ou très peu, même si on fait quelques activités de temps à autre. Et le kinesthésique, encore moins. Donc, quand on va faire, bon, à part écrire sur un bout de papier, etc. Donc, c'est dans ma conclusion, je viens, Rima, grâce à toi, de faire ma conclusion en amont, c'est en disant ben, jusqu'à quel point aujourd'hui, avec les cours en ligne, on peut justement connecter ces 3 C. Mais bon, Ranine, et je clôture avec toi, Ranine, hein, parce que je dois avancer. Je voudrais seulement demander une petite question. Vous avez dit que la motivation, elle aide pour relier les informations avec le cortex cérébral. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui stimulent ces neurotransmetteurs, autres que la motivation, comme un milieu plus sécuritaire en classe ou... Alors, on va voir ça dans la suite. Si à la fin, je ne l'ai pas dit, tu reposes la question. Merci. Je t'en prie. Donc, alors, je vais continuer donc. Alors, cette approche holistique, justement, donc ça complète avec la question de Ranine, cette approche holistique donc de l'apprenant, sur quoi elle se base? Donc, on a vu ces 3 éléments. Donc, et je vous rappelle ce que Montessori nous disait par rapport au corps et aux mains, qui sont justement une fenêtre vers le monde. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas utilisé justement le comment,
je peux vous expliquer d'ici 15 heures comment on fait, ou bien je peux demander à Habib de vous dire comment on travaille sur tel outil informatique. Si vous ne l'avez pas vous-même manipulé par vos propres mains, fait des essais-erreurs, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, ce n'est pas par la démonstration, ça passe par la démonstration, mais ça ne s'arrête pas à la démonstration. Il y a tout un apprentissage avec les mains. Et puis, bien sûr, donc, tout cet apprentissage affectif et émotionnel, tout à l'heure, on le montrera. Alors, vous savez ça, donc ça a l'air effrayant comme image, mais ce qui m'intéresse, c'est quand on parle justement d'un alignement pédagogique, d'une cohérence en salle de classe. Cet alignement pédagogique, comme vous le voyez, donc un alignement, une cohérence entre justement ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage. Si mes objectifs d'apprentissage, c'est par exemple rendre l'apprentissage, avoir un esprit critique, ça c'est mon objectif par exemple. Et ben, en classe, je fais des questions-réponses, voilà, QCM. Et à la fin, dans mon évaluation, je leur demande de faire toute une dissertation sur l'esprit critique. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien là, parce qu'on n'est pas aligné entre quel est mon objectif, quel est l'esprit critique. Pour l'esprit critique, il faut que je travaille avec eux des activités d'apprentissage sur l'esprit critique, donc donner leur avis d'une façon constructive, et puis dire ce qui va moins bien, pourquoi, expliquer, et puis donner donc un examen, une évaluation qui est un peu plus difficile de ce qui s'est passé alors que vous me demandez. Voilà, super. Voilà, l'enregistrement a repris. D'accord, super, merci beaucoup. Donc, comme je disais, on ne peut pas être fier aujourd'hui en tant qu'enseignant de dire ma classe n'a pas bien fait son examen, parce que si elle n'a pas bien fait, c'est qu'il y a eu quelque chose, il n'y a pas eu de cohérence entre les objectifs d'apprentissage ou la méthode que j'ai utilisée avec mes étudiants en salle de classe et l'évaluation. Et ici, ça passe justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cet apprentissage en surface vers l'apprentissage en profondeur. Ça veut dire carrément qu'il y a trois, on a parlé des 3 C, hein, le cerveau, le cœur et le corps. Et là, comme objectif d'apprentissage, est-ce qu'on a utilisé cette taxonomie justement qui nous montre comment on peut passer de la mémoire à la création? Est-ce que du côté cognitif, on a vu comment on passe de la réception de l'autre vers la valorisation de ce que la personne dit et l'adoption? Donc souvent, on a aussi en salle de classe, on ne le travaille pas beaucoup, ce socio-affectif. On a des étudiants qui se moquent des autres étudiants. Et c'est tout un apprentissage que nous, enseignants de FLE, devrons également ramener en salle de classe à travers donc une taxonomie, et j'en parlerai très rapidement à la fin, donc de cette taxonomie socio-affective. Et il en est de même, il y a toute une taxonomie psychomotrice, donc de la perception à la reproduction au perfectionnement. Et il en est de même pour les activités d'apprentissage. Quel type d'activité je vais apporter? Si mon objectif, c'est de faire ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enseignement, donc une réflexion critique sur un tableau de peinture, sur un sujet, sur un tableau, etc. Eh bien, est-ce que je vais faire une vidéo? Est-ce que je vais faire, je ne sais pas moi, une simulation globale? Est-ce que c'est un travail de groupe? Et puis, comment est-ce que je vais l'amener à travers l'observation, à travers des jeux de rôle, à travers un travail en groupe? Et de quelle façon donc ce travail va-t-il avoir lieu, ainsi que l'évaluation finale ou l'évaluation intermédiaire. Donc, je vais commencer par l'affectif, sans rentrer dans une taxonomie, parce que je passe sur les taxonomies une journée, voilà, rien que sur les taxonomies.
Mais j'ai choisi une petite capsule vidéo. Elle est de 7 minutes, mais on ne va pas l'écouter en entier. Vous allez comprendre dès le début. Et je l'ai choisi d'un prof de français, ce prof de français qui a changé, qui a marqué la vie de quelqu'un. Et on va voir des témoignages. Donc, vous savez que ça s'appelle Toute une vie. C'est une émission qui passe toute une histoire, pardon, qui passe à la télé et qui montre justement jusqu'à quel point les profs peuvent être ce moteur de motivation, mais ce moteur également de changer toute une vie. Parce qu'on est un modèle en salle de classe. Et quelquefois, on dit des mots et sans le savoir, on peut soit briser une personne, soit relever une personne. Quand on regarde un étudiant, quand on regarde un élève avec humanité, et quand on lui dit « oui, mon grand, tu es capable d'arriver », on est en train de pêcher une personne et peut-être lui donner un avenir des plus radieux grâce à un mot, grâce à une croyance qu'on a eue en lui ou en elle. Et tout le contraire, on peut aussi juger une personne en disant bah, il est nul, ça ne sert à rien de pouvoir travailler avec cette personne, j'ai fait ce que j'ai pu, mais on condamne cette personne à vie. Donc, peut-être ce domaine affectif, aujourd'hui, je l'ai abordé juste avec cet angle pour dire combien nous, enseignants aujourd'hui, on a cette responsabilité de faire briller les yeux de nos apprenants, de leur donner l'envie d'apprendre et de croire en eux et de leur dire oui, tu es capable d'arriver. D'accord? Donc, on va regarder une petite histoire. Hein. Donc, bien sûr, c'est comme je vous ai dit, hein, ça passe toutes les semaines où on parle de vraies expériences de vie. Donc là, j'ai choisi une histoire de guerre parce qu'elle nous ressemble, cette histoire de guerre, et une fille qui témoigne d'une enseignante. Donc, je vais passer juste le début et après, je vous laisse deviner la suite ou bien aller visionner l'émission. Voilà, donc peut-être aussi un mot sur cette capsule vidéo. C'est pas la seule, hein. On en a toutes les semaines des témoignages comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui en tant qu'enseignant par rapport à ce que vous avez écouté de la part d'une ancienne apprenante? Je prends un seul témoignage ou une seule personne qui commente. Eh bien, je pourrais parler? Absolument. Oui, Faten, je t'en prie. Ce qui est remarquable, cette étudiante nous fait comprendre que le respect et l'humanisme sont à la base de tout enseignement. Quand je respecte l'autre, il peut donner le mieux de lui-même. Et quand je l'encourage, encore plus. Donc, l'encouragement et le respect sont à la base de tout savoir et de tout apprentissage. Sinon, on ne peut pas, comme vous l'avez dit, à un moment donné, il sera bloqué et au lieu de fleurir, il peut se noyer de plus en plus. Et surtout maintenant, après coronavirus, on voit que tous nos étudiants ou nos élèves dans les écoles sont un peu perdus. Donc, il ne faut pas juger. Au contraire, il faut les faire travailler entre eux et essayer de les encourager au maximum pour qu'ils nous donnent le mieux d'eux-mêmes. Et c'est notre responsabilité, je pense, c'est ce qui valorise l'être humain, c'est ce qui valorise l'enseignant l'enseignant en chair et en os. Son rôle, c'est la motivation et le respect. Aller vers l'autre, si vous voulez. Merci Faten, merci beaucoup. Donc, vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure de la dopamine, hein, donc, qui est une partie du cerveau, hein, ce qui sécrète le cerveau quand on est heureux, quand on est valorisé. Et quand on est valorisé, on veut aller jusqu'au bout de nos capacités, se dépasser au quotidien quand on croit en l'autre. Et vous avez vu, elle a dit, elle m'a regardé comme un être humain. Et que ça en dit long. C'est que tous les autres ne la voyaient même pas, elle était invisible. Hein, si vous regardez la suite et l'analyse complète de son histoire, une analyse neuropédagogique, hein, après il va y avoir un spécialiste qui va analyser ce qu'elle a dit d'un point de vue neuropédagogique. C'est cette phrase, elle m'a regardé comme un être humain.
Et c'est ça qui a dit, ben non, je suis capable, je peux aller jusqu'au bout. Elle parlait à peine français, elle venait d'arriver en France, elle avait 15 ans, vous voyez, donc 16 ans, je ne me rappelle plus combien, mais bon, en tout cas, elle était jeune. Et ces émotions positives, justement, peuvent venir quand on croit en l'autre. Et tout ça pour vous dire quel est votre rôle aujourd'hui et combien il est crucial, avec un mot quelquefois, d'encouragement. Un mot, même si, vous savez, on parle beaucoup d'évaluation positive. Ça veut dire que dans les examens qu'on donne, il y a toujours une partie simple et on va en crescendo par rapport à la difficulté dans l'examen. Et c'est pour ne pas avoir du zéro, mais à mettre un zéro. C'est pour dire oui, là, mon grand, tu as réussi, là, tu as réussi, ça, tu as su le faire. Mais ça, tu sauras comment le faire si tu fais 1, 2, 3. Donc, toujours, on commence par cette situation positive, par une pédagogie positive d'évaluation, une pédagogie positive, donc en mettant, justement, rappelez-vous, la cohérence dans l'alignement pédagogique, les objectifs, les méthodes et l'évaluation. Alors, je vais continuer parce que je vais prendre d'autres personnes qui interviendront sur d'autres éléments. Mais aujourd'hui, en parlant des émotions, en parlant du cœur, vous avez vu que cette personne, après, on va voir qu'elle est devenue, qu'elle a eu quand même une vie brillante après, alors qu'elle elle a marché pendant 6 ans pour fuir, pour arriver en France, alors qu'elle n'avait pas droit à l'éducation, etc., mais elle a pu se rattraper parce qu'il y a eu quelqu'un qui a cru en elle. Et voyez, on a vu en coulisses son enseignante qui écoutait, qu'elle n'avait jamais vu, enfin, depuis qu'ils ont perdu voilà, le lien. Il n'y a pas eu, voyez, donc c'était cette personne qui a marqué sa vie. Et aujourd'hui, combien de vies on marque? C'est peut-être ça la question aussi des émotions. Alors, je vais continuer. Pardon. Alors, sur le plan cognitif, donc quand on parle sur le plan cognitif, on parle de plusieurs taxonomies. Mais bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Ça me fait une semaine d'explication. Mais je pars sur Bloom. Bloom, on le connaît tous. Donc, il a, dans les années 60, vers les années 60-68, il a développé ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, pour nous dire tout simplement qu'il y a un cadre dans la difficulté de l'apprentissage. Et ce cadre s'en va du bas vers le haut. On peut carrément mémoriser. Combien d'entre vous mémorisent par jour des chansons en langue étrangère sans connaître la langue? Mais moi, je me rappelle, quand j'étais au Liban, on m'apprenait des chansons en allemand, les chansons de Noël, on les apprenait chez les bonnes sœurs. En allemand, je suis capable de vous les chanter sans parler un mot d'allemand. Combien de prières aussi on a apprises en latin, sans connaître parfaitement bien le latin. Donc, ça veut dire qu'on peut mémoriser des choses sans comprendre ce que ceci veut dire et sans pouvoir les réutiliser ultérieurement pour montrer qu'on applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement la mémoire est très importante, mais donner des examens qui portent sur la mémoire, c'est une question aujourd'hui qu'on se pose. Quelle est sa pertinence? Et on va voir tout à l'heure dans la mémoire quel est le taux de rétention. Combien ça reste dans notre tête, ces informations-là. Donc, mémoriser, c'est important, il faut mémoriser. On mémorise par exemple 2 verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif. Les enfants savent le répéter par cœur. On leur dit, bon, très bien, vous avez mémorisé ceci, explique-moi comment tu l'as compris et applique. On leur donne quelques exercices à trous. Eh bien, je vais manger, ils écrivent manger accent aigu. Tu dis, ah tiens, mais on vient de dire que 2 verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif et l'infinitif, c'est un ER. On va voir tout à l'heure avec la NL, est-ce que c'est la même zone dans le texte qui retient les règles et qui applique? Eh bien, la réponse, vous l'avez bien compris, que non. Donc, la taxonomie de Bloom, c'est ce qu'on appelle le bas de Bloom. Ça veut dire qu'on mémorise, mais la mémoire à elle seule ne suffit pas pour comprendre, parce qu'on peut mémoriser sans comprendre, et on peut appliquer sans mémoriser, sans comprendre non plus. Ça veut dire, voilà, faire par exemple, je ne sais pas, des recettes de cuisine, combien de fois, on prend une recette, on applique, ah oui, il faut rajouter ça, etc., sans pouvoir mémoriser la recette de cuisine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est le haut de Bloom. Et le haut de Bloom nous dit que ce sont des habiletés, ce sont des compétences actives. Ça veut dire qu'on peut faire un transfert. Alors que là, on est dans des habiletés passives qu'on peut facilement oublier et très vite. Par exemple, analyser deux tableaux, analyser, je ne sais pas, deux textes, analyser deux récits d'histoire, etc. Et trouver quelle est l'information la plus importante ou la plus significative. L'évaluation, ce n'est pas l'évaluation de mettre une note ici, c'est j'évalue, c'est-à-dire je détecte qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est incohérent. Et créer, ce n'est pas une œuvre d'art ici, la création. La création, ça peut être, par exemple, à la fin de cette conférence, je vous dis, alors que les informations sont les mêmes pour tout le monde, je vous dis sous forme de carte mentale, dites-moi, schématisez, dessinez ce que vous avez compris de cette conférence. Et ça devient un chef-d'œuvre de chacun. Ça devient vraiment le travail personnalisé de chacun. Et c'est là où on parle de création. Ça veut dire on part d'une idée, mais cette idée, on la dessine à notre façon et on la comprend à notre façon en associant les idées. Je ne vais pas aller en plus sur cette taxonomie, mais juste pour vous dire que justement, cette taxonomie, même si elle date des années 60, vous savez, elle a été révisée par les disciples d'ailleurs de Bloom, qui sont Anderson et Kraftfull. Elle a été donc révisée en 2001 et qu'elle est toujours d'actualité avec ces 6 niveaux, qui est vraiment un exemple qui aide, si vous voulez, les éducateurs à développer des habiletés cognitives de haut niveau. Donc, c'est ça, les habiletés de haut niveau chez les apprenants. Alors, je passe au domaine kinesthésique. Bien sûr, il y a tout un cadre du domaine kinesthésique. Il y a plein de taxonomies aussi, comme les taxonomies de Bloom, mais qui parlent du toucher, de l'importance du toucher et comment est-ce qu'on l'apporte en salle de classe. Mais aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur une capsule vidéo qui dure 33 secondes, mais qui me fait fondre à chaque fois parce que je trouve que combien c'est important de manipuler. Et je rappelle cette histoire des mains, combien les mains sont importantes justement pour... Aujourd'hui, on nous dit oui, mais il y a des étudiants qui travaillent sur le clavier, etc. Est-ce que vraiment c'est important? Oui, c'est important, mais n'oubliez pas que la main, c'est le 3e cerveau. Donc, c'est le lien, regardez le geste que je vais faire avec la main qui va faire que je vais mémoriser davantage et ça ne va pas être la même mémoire en tapant sur le clavier. Mais voilà, c'est une porte d'entrée. Je vous laisse visionner cette capsule et j'aimerais que vous me dites un mot après sur la capsule. Alors, j'aimerais peut-être vous écouter par rapport à ce que vous voyez d'un point de vue kinesthésique. C'est un exemple, bon, bien sûr, de l'importance du kinesthésique. Alors, est-ce qu'il y a un retour sur ça? On voit que toucher, c'est finalement vivre la chose. C'est lui donner du sens. Exact. C'est se l'approprier. Voilà. Se l'approprier. Donc, comme je disais, d'une application quelconque, en informatique, en langue, peu importe. Si je ne me l'approprie pas avec mes mains, ça restera donc de l'abstrait. Et aujourd'hui, combien c'est important de travailler cette pédagogie inductive, ça veut dire partir des exemples pour arriver à la théorie. Et ça, c'est juste génial. Par exemple, je vous ai montré cet exemple, je pense, quand je vous ai fait la classe inversée l'année dernière. Au lieu de parler, aujourd'hui, on va travailler le passé composé,
ou bien l'impératif, eh ben, on va mettre en situation et ce n'est qu'à la fin, par exemple, ils arrivent en classe virtuelle, sur l'écran, ils ont des post-it et ils ont une maison et on va dire attention, la situation est la suivante. Paul, 7 ans, est un enfant turbulent. Ses parents vous demandent de le garder en babysitter et quelles sont les consignes que vous allez lui donner? Et c'est là, on veut dire, ah oui, attention, dans la maison, il y a une marche, attention à ne pas tomber sur la marche, attention à ne pas s'approcher de l'électricité, etc., etc. Avec toutes ces formules, on va arriver à dire, ah oui, donc on parle de l'ordre et du conseil. Et tout ça, ça va sous un parapluie qui s'appelle l'impératif. Donc, au lieu de dire aujourd'hui, on va parler de l'impératif qui ne veut rien dire pour les étudiants, hein, donc partir vraiment d'une démarche plus inductive et avec le toucher, avec la manipulation des post-it, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient manuelles, en présentiel, donc vivre les situations et se les approprier. Vous avez vu, c'est superbe cette capsule, hein, où à la fin, avec des gestes, rien que finir la journée en calme, d'une façon paisible, c'est quelque chose aussi, c'est une énergie pour redémarrer un meilleur lendemain. Voilà, donc, oui, Rima. Oui, chère Rima. Elle a levé la main, Rima. Bon, bah sinon, voilà, je pense que je me suis trompée alors. Toujours dans cette partie, on parle beaucoup de cerveau, de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche. J'ai envie de vous dire que c'est un mythe aussi d'une façon ou d'une autre, parce que je vais vous laisser visionner cette capsule et je vais vous écouter après à me dire qu'est-ce qu'on associe à l'hémisphère droit, qu'est-ce qu'on associe à l'hémisphère gauche. Donc, je vais vous laisser visionner cette capsule et j'aurai besoin de vos commentaires après. Ton cerveau est fait de plusieurs éléments, et notamment d'une partie gauche et d'une partie droite. Ton cerveau droit écoute ton corps, il sait quand tu ressens des émotions fortes. Par exemple, quand tu te sens heureux, courageux, effrayé, triste ou vraiment très en colère. On pourrait dire que le cerveau droit est émotionnel. Ton cerveau gauche, lui, aime mettre des mots sur les choses. Il aime organiser, classer, comprendre. On dit que le cerveau gauche est logique. Toi, tu peux aider ton cerveau droit et ton cerveau gauche à s'entraider. Quand ton cerveau gauche et ton cerveau droit travaillent en équipe, tu es plus serein et plus heureux. Cela peut être utile pour les jours où tu es très énervé. Quand tu es bouleversé et que tu ne le dis pas, tes sentiments s'accumulent à l'intérieur de toi, comme une énorme vague qui te submerge et te fait dire ou faire des choses que tu regrettes ensuite. Le cerveau gauche peut alors t'aider à mettre des mots sur tes émotions. Si tu parles de ce qui te bouleverse, tu permets à ton cerveau gauche de donner un sens à l'expérience que tu es en train de vivre. C'est pourquoi il est important d'être attentif à tes émotions et d'arriver à les exprimer. C'est comme ça que ton cerveau fonctionnera comme un tout. Si on ne peut pas arrêter les vagues, on peut au moins apprendre à surfer. Voilà, si on ne peut pas arrêter les vagues, on peut au moins apprendre à surfer. Alors, est-ce qu'il y a un retour sur cerveau droit, hémisphère gauche? Et est-ce qu'on est l'un ou l'autre? Oui, Carole. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Okay. Moi, ça me fait tout à fait penser à l'écho des psychothérapeutes qui demandent de décrire des choses, de décrire ce qui est arrivé, de mettre des mots sur des choses qu'on a vécues pour les faire sortir et vivre avec. Non pas les oublier, pas du tout, mais au contraire, en mettant des mots sur quelque chose, les gens, un passé qui peut être parfois compliqué ou des expériences vécues qui peuvent être compliquées, permet aux gens de l'oublier. Ça résonne un petit peu, ça me fait penser à ça, mais... Excellent, merci. Merci, Carole. Ben, justement, oui, mettre des mots est très, très important pour vivre avec, pour l'accepter. Merci, Carole. D'autres interventions, peut-être? Pour gagner du temps, j'ai envie de vous dire qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Parce que souvent aussi, on peut condamner les personnes en disant
tiens, toi, tu es hémisphère droit, toi, tu es créatif, tu es dans les nuages, tu aimes dessiner, etc., etc. Mais il n'est pas que cerveau droit. Peut-être qu'il y a une dominante de cet hémisphère droit, mais à nourrir l'hémisphère gauche parce qu'ils travaillent ensemble. Et c'est un mythe de dire moi je suis l'un ou l'autre. J'ai envie de vous dire qu'on est tous et toutes l'un et l'autre. Mais le rôle, c'est quand on a en salle de classe notre rôle de voir que voilà une personne rêveuse, etc., etc. Peut-être davantage lui mettre des défis qui relèvent du cerveau gauche, être plus organisé, l'aider davantage justement à mettre des mots, à s'exprimer d'une façon logique autant que possible. Hein? Mais les condamner comme ça en disant oui, toi, tu es rêveur, ah, toi, tu es mathématicien, toi, les dessins, tout ça, c'est pas intéressant pour toi. Je pense aussi qu'on jouera un mauvais rôle. Hein, et c'est justement notre rôle aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on peut coordonner. Comment, il y a plein d'activités comme ça, mais le temps malheureusement ne nous permet pas de pouvoir les faire. Donc, ce que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure, c'est une des activités. Pardon, je vais vous la montrer rapidement. Mais ça s'appelle le brain gym. Le brain gym, c'est un terme en anglais, c'est comme ça. Donc, c'est la gymnastique cérébrale. Vous pouvez aller sur Internet et en trouver énormément. Donc, comment on fait la gymnastique du corps? Enfin, on va faire du sport parce qu'on veut que notre corps soit vraiment en santé, on veut garder la ligne, etc., etc. Il en est de même pour le brain gym, pour le cerveau également, à le maintenir en santé et à pouvoir, donc, pardon, il faut que j'avance dans ce sens, à pouvoir travailler ces deux hémisphères. Donc, on n'est pas plutôt l'un ou l'autre, on est les deux à la fois. Et à favoriser des mises en situation de sens logique, de sens artistique à la fois en salle de classe. Alors, je vois que le temps passe et j'ai envie quand même de vous parler de cette troisième partie qui est l'ANL, donc l'approche neuro-linguistique et la neuropédagogie. Ça, c'est une histoire qui a à peu près une vingtaine d'années. L'ANL donc, est venue dire, ben moi, je voudrais développer la littératie. La littératie, c'est vraiment cette capacité, si je prends la définition du gouvernement de l'Ontario, c'est une capacité d'utiliser le langage et les images, les formes riches et variées pour lire. Donc, littératie, c'est capacité de lire, c'est capacité d'écrire, c'est capacité d'écouter, la capacité de parler, de voir, de représenter et de penser de façon critique. Et donc, non seulement ça, c'est échanger les renseignements et interagir avec les autres en produisant du sens. Donc, si je résume la littératie, c'est carrément cette habileté, cette capacité d'utiliser plutôt que de savoir. Donc, on est dans je suis capable d'utiliser ou pas. Alors, quand on regarde de près l'apprentissage des langues aujourd'hui, hein, il y a un certain Claude Germain qui est un ami, mais qui est une personne extraordinaire, qui s'est penché sur l'apprentissage de la grammaire. Et il nous a dit, c'est lui à la base donc, de cette découverte, il a dit, écoutez, il n'y a pas un seul centre du langage, c'est un peu plus complexe que ça. Et il nous dit, regardez, si on regarde par exemple les mots qu'on voit, hein, voyez, ça relève du lobe occipital, d'accord, donc de la vue. C'est la zone qui concerne les mots qu'on voit. Si on regarde les mots qu'on entend, donc c'est justement le lobe temporal, hein, c'est tout ce qui relève du son, de l'audition. Donc, ce n'est pas la même zone, si on regarde bien. Avec une image IRM, ça se voit très bien. Si on demande à l'apprenant de parler, eh ben, c'est justement cette production du mot vient d'une zone frontale. Et par conséquent, ce n'est pas la même zone qui est utilisée. Et il en est de même pour les mots pensés avec donc le lobe pariétal.
qu'est-ce qu'on prend de ça? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Et donc, c'est un article qui est apparu dans le Français dans le Monde en 2018, mais il y a plein d'articles sur Claude Germain et sur la NL. Grosso modo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une grande différence entre acquisition et apprentissage. L'apprentissage, déjà, développe des mécanismes qui sont conscients d'une langue. Ça veut dire, bon, pour apprendre, il faut que j'arrive à communiquer. Mais l'acquisition, ça nécessite justement une mémoire qu'on appelle la mémoire déclarative, ça veut dire les règles. Grosso modo, de verbes qui se suivent, ça se situe dans la mémoire déclarative parce que ce sont des règles que j'ai retenues par cœur. Mais est-ce que quand je vais parler, je vais mobiliser les mêmes zones du cerveau? Eh bien, la réponse est non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Il nous dit, attention, donc la mémoire déclarative, ça concerne tout ce qui est règles de grammaire, ça concerne tout ce qui est règles de conjugaison, tout ce qui est mémoire, etc. Donc, c'est des produits, alors que la mémoire procédurale, ça concerne des processus. Donc, ça veut dire, je suis capable d'utiliser des mots, de pouvoir bien les prononcer, de les utiliser dans une syntaxe correcte, etc. Et il va un peu plus loin, Claude Germain, en nous disant, attention, il n'y a pas de relation directe entre la mémoire déclarative, ça veut dire les règles de grammaire qu'on retient par cœur, et la mémoire procédurale, celle qui utilise les mots pour communiquer. Parce qu'on a toujours appris la grammaire comme ça, on apprend les règles et on croit en apprenant les règles, on sait comment les appliquer dans la phrase. Sauf que ce sont deux zones qui ne se parlent pas. Et comme vous avez vu tout à l'heure dans la capsule vidéo, le fait de venir rajouter le toucher chez les enfants pour faire le lien entre la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Et il en est de même aujourd'hui. Donc, si on continue à enseigner la grammaire à travers des règles, dans l'espoir que nos étudiants les utilisent un jour et qu'ils soient de bons francophones, eh bien, je pense qu'on fait fausse route. Alors, donc, justement, si on retient quelque chose aujourd'hui, c'est de ne pas focaliser l'attention sur des contenus linguistiques, mais plus focalisé sur des processus mémoriels, donc focalisé sur l'apprentissage et non pas sur l'enseignement. Alors, je vais passer rapidement à la dernière partie aujourd'hui. Dans cette partie, on aborde les gestes fondamentaux dans l'acte d'apprendre. Et dans les gestes fondamentaux, tout à l'heure, je pense, vous avez parlé de la compréhension, hein, donc de l'attention, vous avez parlé aussi, qui est quand même un pilier énorme. Hein. Comment est-ce que je contrôle la pensée? Comment est-ce que je travaille en mode collaboratif? Donc, voici 4 grands axes, ce n'est pas les seuls, assurément, il y a le numérique aussi qui se rajoute avec aujourd'hui, qui a toute sa place avec la pandémie que nous avons vécue, mais bien avant. Mais bon, ce sont les 4 grands axes, j'ai envie de dire, des gestes mentaux fondamentaux dans l'acte d'apprendre avec les 3 C. Je vais parler notamment de la mémoire, je vais donner quelques pistes de mémorisation, mais je ne peux malheureusement pas, avec le temps qui m'est imparti, de pouvoir aborder les autres axes. Ça serait peut-être pour une autre conférence avec un axe plus détaillé. Voilà, donc pour la mémorisation, alors, une chose très importante avec Foster, donc avec Joachim Foster, qui nous dit qu'on n'apprend rien de nouveau sans qu'il y ait des connexions avec quelque chose qui a déjà été appris. Donc, il nous dit carrément, toute expérience s'intègre grâce à de nouvelles connexions dans les réseaux qui existent déjà et qu'il faut activer. Donc, ça nous ramène, si vous voulez, à ce que Socrate disait dans le temps, hein, le discours socratique qu'on connaît tous. Socrate, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions et il avait la patience d'attendre les réponses. Nous, aujourd'hui, en tant que prof, on pose une question et si on n'a pas une réponse rapide, on a peur du silence. Alors, le discours socratique, c'est le fait de continuer à poser des questions, à simplifier les questions jusqu'à ce que la réponse émane des apprenants. C'est ce qu'on appelait la maïeutique.
C'est à faire accoucher les esprits de quelque chose qu'ils savent déjà, mais grâce au génie de l'enseignant qui va donner les outils dans ces questions. Donc, Foster s'inscrit dans cette dynamique en disant que l'expérience donc survient sur un substrat de mémoire ancienne qu'on va activer parce qu'il lui ressemble ou qu'elle s'y oppose. Donc, grosso modo, c'est que le nouveau évoque l'ancien et par association et par consolidation devient une partie intégrante de l'ancien. Ça veut dire quoi ça? Regardez ce sentier. Ce sentier, moi ça me ramène à mon village natal où on était petits, on jouait dans des endroits, voilà, et on créait des sentiers. Mais ce sentier, il suffit qu'il neige, qu'il pleuve pour que ce sentier soit recouvert de nouveau de feuilles et qu'on perde le sentier. Ben, aujourd'hui, notre mémoire à nous, la mémoire de nos apprenants, s'il y a quelque chose que j'aimerais avec lequel vous voulez repartir aujourd'hui, c'est cette métaphore de sentier. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose une fois que le sentier est frayé et que nos étudiants, nos élèves ont compris et ils sont capables de restituer. Il faut peut-être passer 1, 2, 15 fois, 100 fois, 200 fois sur l'information pour que ce sentier vraiment demeure un sentier. Et sinon, si on le ferait pour la première fois, eh ben, il neige et il est recouvert et le sentier. Avec les connaissances, avec, si vous voulez, cette mémoire, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure en disant on a énormément de mémoire et je ne vais pas rentrer dans les détails de ces mémoires, mais grosso modo, on a une mémoire perceptive. Donc, cette mémoire perceptive, si vous voulez, c'est celle qui se base sur nos 5 sens. Ça veut dire justement sur mémoriser les formes, les odeurs, les couleurs, etc. Donc, c'est la vision, c'est l'ouïe, c'est le toucher, etc. La mémoire sémantique, donc la mémoire sémantique, c'est comme un magasin d'informations, si vous voulez. Hein. Donc, on stocke des connaissances générales hein, sur des concepts abstraits, etc. Et c'est un peu comme une bibliothèque personnelle de nos savoirs. La mémoire épisodique, elle, c'est quand on se souvient des événements vécus avec le contexte. Par exemple, je me rappelle parfaitement bien à l'instant quand Trump a été élu. Est-ce que c'est des émotions positives ou négatives? Ce n'est pas la question, mais je me rappelle à l'instant avec une mémoire épisodique où j'étais, quelle était l'odeur des fleurs autour de moi, comment j'ai vécu l'information et tout l'environnement. Donc, certainement, vous avez énormément de mémoires comme ça, des mémoires épisodiques. خلينا نروح ما بقى تروحي عليا للمعكر من هالشي ما بقى تحطي بهارات وما بهارات الله خليكي والله العظيم انا قلبي ميت ما في غيره. Voilà. Donc, ça peut par exemple être une mémoire épisodique qui réveille chez vous, je ne sais pas, une recette de cuisine que vous avez apprise avec votre grand-mère, justement, et vous vous rappelez de tous les détails, mais pas les détails seulement sur l'événement, mais sur l'autour de l'événement. Les odeurs, les senteurs, qu'est-ce que vous faisiez, comment vous étiez habillé. Il y a plein de souvenirs comme ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Mais tout ça, c'est pour vous dire, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que malheureusement, le temps ne me le permet pas, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'être humain est un être des mémoires. Et c'est pour cela que c'est un mythe en disant « je n'ai pas une bonne mémoire ». Mais c'est faux. Comment ça, tu n'as pas une bonne mémoire? De quelle mémoire parles-tu? Est-ce que tu parles de la mémoire épisodique? Est-ce que tu parles de la mémoire exécutive? Est-ce que tu parles de la mémoire procédurale? On a tous des mémoires et qu'on peut développer, mais il faut justement donc travailler les mémoires de telle façon à ce qu'on puisse donc comment dirais-je, davantage, voyez, à travers des mots fléchés, etc., etc.
moi, je me rappelle, ce week-end, j'étais avec une personne qui a 95 ans, qui me parlait de son histoire, de comment est-ce qu'elle a vécu des événements. Et je dis, waouh, j'espère, moi, à 60 ans, avoir la même mémoire épisodique de la personne qui a 95 ans devant moi aujourd'hui et qui est en train de sortir ces informations. Alors, la mémoire, vous savez, heureusement qu'on est des êtres humains et qu'on oublie. Heureusement, il y a l'oubli parce qu'il y a des moments qui sont très forts. Heureusement qu'on oublie, entre guillemets, quelques détails de la guerre qu'on a vécu toutes et tous d'une façon atroce, où on a vécu l'inhumain dans l'humain. Heureusement qu'on oublie des bombardements, peut-être pas, on n'oublie pas, comme une des collègues tout à l'heure a dit, les détails, peut-être la vision holistique, mais on oublie quelques détails quelquefois, heureusement, parce que aujourd'hui, la mémoire, globalement, donc ce foyer de mémoire, filtre et protège l'être humain. Protège. Alors aujourd'hui, nous apprenons pourquoi ils oublient. Ils oublient parce qu'il y a un des 4 éléments, ou plusieurs de ces 4 éléments qui sont devant vous, qui s'affichent, qui contribuent à l'oubli. D'abord, c'est peut-être une consolidation insuffisante. Ça veut dire qu'on a vu l'information, mais on ne l'a pas consolidée. C'est ce qu'on appelle la mémoire mnésique. Ça veut dire qu'on revient comme sur le sentier de tout à l'heure, d'une façon un peu plus répétitive sur l'information. Donc, on l'a vu une fois ou deux, et puis voilà. Et bien sûr, on va voir que la mémoire est sélective. Et au bout de 3 semaines, mes chers collègues, s'il n'y a pas eu un investissement dans ce qui a été vu, eh bien, on va perdre 95% de l'information. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a dit une fois ou deux en salle de classe que nos étudiants ont retenu l'information. On oublie aussi parce qu'il y a eu des interférences. Par exemple, comme tout à l'heure, au moment où on parlait, il y a quelqu'un qui a mis l'audio et on parlait de recettes. Il y a eu des interférences qui nous ont pas permis peut-être de bien comprendre l'information. On oublie aussi parce qu'il y a une difficulté de se rappeler parce que ça n'a pas été réactivé, ça n'a pas été réutilisé. Et on oublie parce qu'il n'y a pas eu peut-être des liens suffisants. Hein. On n'a pas montré d'une façon, comme je dis, inductive tout à l'heure, le rapport entre la règle et les exemples. Alors, on a vu je vais vous donner quelques exemples de recherches que nous avons réalisées. Notamment, c'était en grammaire, en connaissance de la langue, en classe de seconde. Alors, on a expliqué en moyenne 20 règles de grammaire et au bout de 8 semaines, on est revenu vers les classes et on n'a pas réactivé entre-temps. Ils ont juste vu l'information et en moyenne, 5 règles, après 8 semaines, seulement 5 règles étaient mémorisées. On se rappelait, grosso modo, je dirais même pas mémorisées, grosso modo, on se rappelait de 5 règles sur 20 règles au bout de 8 semaines. Un autre exemple, c'est qu'on a appelé les ravages scolaires de l'oubli. Aussi, on a travaillé 16 mots de vocabulaire auprès de 211 apprenants. Immédiatement, on a fait le test et 7 mots des 16 ont été retenus. Et après 2 minutes, 4 mots uniquement restaient en tête des apprenants. Donc, pour vous dire, la mémoire, combien est-ce qu'elle est sélective et combien les ravages scolaires sont forts pour l'oubli. Alors, la rétention des concepts de littérature jeunesse, aussi en première, on a abordé 7 concepts, mais au bout de 3 semaines, on a réinvesti les concepts et on a vu qu'il n'y en avait que 2 concepts qui sont restés. Donc, du coup, après 3 semaines, après réapprentissage, on a dit, ah bon, alors, voilà, on les retravaille de nouveau et 5 concepts sur 7 étaient repêchés au bout de 3 semaines. Tout ça pour dire, je vais passer un peu plus vite, tout ça pour dire que j'avais envie de dire, vous, qu'est-ce que vous faites pour justement consolider la mémoire de vos apprenants, mais je dois malheureusement m'arrêter rapidement, mais je vais vous donner quelques pistes. Alors, tout d'abord, voilà, les pistes sont là. Tout d'abord, peut-être la première, c'est ce qu'on appelle le fléchage des essentiels.
le fléchage des essentiels, souvent on dit, voilà, donc dans cette leçon, on a vu tout ceci, mais le plus important serait 1, 2 et 3. Donc, aider les étudiants à avoir cette capacité de chercher l'essentiel dans une mare d'informations pour justement se concentrer sur le fondamental. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui le font, mais malheureusement, on croit que non, ce n'est pas bon de le faire. Et bien au contraire, donc flécher les essentiels, c'est les aider justement autant que possible à se concentrer sur les éléments les plus importants. Voilà. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les reprises expansées. Ça veut dire qu'au début, quand j'explique une information, eh ben, au début, ce serait intéressant d'insister sur cette information très vite dans le temps. Ça veut dire ne pas laisser beaucoup de temps s'écouler. Par exemple, je sais pas, on a travaillé deux verbes qui se suivent sous forme applicative, ça veut dire on a tiré la leçon à la fin. Et ben, le lendemain, on ferait une autre activité dans ce sens et celui d'après, la même chose. C'est-à-dire dans un espace très massé, très ramassé, va travailler plusieurs fois pour que le sentier se défriche l'information. Et puis, ne pas laisser tomber. Au bout d'un certain moment, donc revenir sur l'information, espacer un peu plus dans le temps et revenir sur l'information, et encore un peu plus et revenir sur l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle les reprises expansées et les reprises initiales massées. Donc, au début, l'information devrait être vue, revue, reparlée, etc., etc., et ne pas la laisser tomber jusqu'à l'examen, mais y revenir donc très rapidement et dans le temps. On a parlé des cartes mentales et de leur importance tout à l'heure. Donc, ce sont des outils, mais à des potentiels extraordinaires parce que ça aide non seulement à synthétiser l'information, mais également, donc là, par exemple, ça, c'est une carte mentale de tout mon cours que des étudiants ont fait, qu'un groupe d'étudiants ont fait sur le cours de français langue de l'entreprise. Et voilà, donc cette carte leur permet aussi à prendre la parole à l'oral. Souvent, on bégaye quand on prend la parole à l'oral, on n'aime pas l'oral, etc. Mais voyez, les cartes conceptuelles nous aident énormément à avoir les grandes idées en tête, le squelette de notre discours, et de pouvoir vraiment être plus, comment dirais-je, plus à l'aise en parlant à l'oral. Toujours dans le même sillage aussi, c'est ce qu'on appelle les mandalas. Les mandalas, c'est quelque chose que j'adore aussi. Si on part du cœur, c'est le plus important, et au fur et à mesure, on s'en va vers les exemples. Par exemple, ici, le pluriel des noms, on commence par la règle générale, voilà, les exceptions, de plus en plus, et puis au fur et à mesure, donc des exemples. On peut partir aussi de l'inverse si on est en inductif, partir justement des exceptions pour arriver à la règle. Donc, c'est ce qu'on appelle les mandalas, et c'est quelque chose que les étudiants adorent faire sous forme de pétales, de feuilles, de roses, etc. Alors, il y a aussi les fiches de mémorisation. Donc, on les fait à travers, je ne sais pas, beaucoup d'outils informatiques, mais on peut le faire aussi à travers des fiches carrément papier, via Socrative, Kahoot, Plickers, etc. Donc, c'est des fiches de mémorisation pour rappeler des informations. Par exemple, ici, vous voyez, je mets son... À ne pas confondre avec des fiches de synthèse pour les révisions. Donc, ça, c'est une fiche de synthèse pour la révision. Mais ça, c'est un exemple de fiche de mémorisation active. Ça veut dire qu'au moment où on est en train de travailler une information, eh ben, la prise de notes, comment est-ce que je mémorise cette information à travers donc, des fiches carrément qu'on construit avec les étudiants de mémorisation, comme vous le voyez à l'écran. Voici, comme ça, moi, je leur donne des fiches un peu dans ce sens, et c'est à eux de les développer. Donc, il faut travailler ça avec les étudiants. Ce n'est pas inné. C'est pas parce qu'on dit oui, la carte conceptuelle est géniale ou la carte mentale est géniale. Ben moi, je commence vraiment à dessiner sur une classe virtuelle à la main, sur un tableau blanc, voilà, sur la classe virtuelle, et au fur et à mesure, on construit ensemble. Donc, il faut être le modèle et également les amener vers des pistes comme ça. Je vais vraiment clôturer cette partie de mémoire en disant, rappelez-vous,
ce sentier, mais ce sentier, on va l'accrocher davantage au tableau de peinture de Claude Monet, hein, Le champ de blé, qui date de 1881. Donc, il faut créer des patterns. C'est un terme plus anglophone, mais qu'on utilise pas mal en français. Moi, je le traduis avec le mot sentier. Hein. Pour notre rêve, c'est d'avoir cette mémoire procédurale, c'est-à-dire que ce qu'on apprend à nos apprenants, qu'ils le sortent au moment voulu pour que ça soit une mémoire à long terme et non pas une mémoire courte. Voilà, donc je vous amène sur ce tableau de peinture et pour conclure en fait, qu'avec cette approche globale et non cloisonnée, non saucissonnée, les 3 C que nous avons vus, donc le C du cerveau, le C du cœur et le C du corps, jusqu'à quel point aujourd'hui on peut les travailler d'une façon non saucissonnée dans un apprentissage en ligne sans mettre uniquement l'accent sur le cognitif. Donc, c'est un vrai défi. Et je conclus en disant, mais ça prend une formation pour les enseignants. Et donc, cette formation, ça se construit et ce n'est pas inné comme ça. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si jamais il y a des questions. Merci, Madame Aïd. Merci beaucoup. Et ça se trouve que je ne suis pas seulement le conseiller de Son Excellence le ministre de la Culture. Je suis enseignant universitaire jusqu'à il y a 1 an. Du coup, j'adhère parfaitement à votre analyse. Et j'ai pas mal d'expériences, j'aurais souhaité les partager avec vous, mais vous savez, je pars d'un proverbe et d'une maxime célèbre que mon père m'a toujours inculquée. Maudit le savant, le professeur aux portes du gouverneur et gloire au gouverneur à la porte de l'enseignant. C'est une phrase très importante parce que ça valorise les connaissances et tout ce qu'on appelle l'institution s'appelle l'éducation. Notre société, et je le voyais à l'université avec moi, avec mes étudiants, je le vois avec beaucoup de gens, manque beaucoup de choses. C'est surtout que les parents s'occupent déjà de leurs enfants. Je suis un peu adepte de Boris Cyrulnik, le grand professeur de neurologie, et qui a parlé de la neurologie, de la perception neurologique. C'est-à-dire l'enfant, vous mettez en avant-garde votre bébé, votre enfant. Il paraît que jusqu'à 8 ans, c'est le délai par lequel l'enfant commence à tout calquer, à faire sa personnalité, sa mémoire, etc. C'est là la question. La perception, elle doit être bien présentée, bien préparée, bien définie. Et nous avons un problème. Ce ne sont pas nos élèves qui ont besoin d'éducation, de culture et de perception et beaucoup d'études, mais surtout nos parents qui ont abandonné leur rôle à la maison. J'ai eu des étudiants qui ne connaissaient pas l'arabe, ils connaissaient parler le philippino et l'anglais. Et nous sommes dans une société où nous avons une culture, nous avons une civilisation qu'on doit respecter et protéger. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai une petite remarque quand même, peut-être elle sera mal perçue, mais ce n'est pas adressé à vous. J'ai l'impression que ce que vous dites là et cette assemblée d'éminentes personnes que je vois et j'en vois pas tous, sont adressés à une minorité de gens qui ont les moyens d'avoir cette perception. Or, on a besoin surtout de ce genre d'informations à l'éducation nationale. Je ne suis pas bien placé de parler à la place de l'éducation nationale, mais je crois que c'est au niveau de l'éducation nationale qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour apprendre à ces enseignants d'abord, puis aux élèves, aux enfants, l'apprentissage à travers toutes ces méthodes que vous avez décrites avec brillantissimo, comme on dit en italien. Madame Aïd, je vous remercie beaucoup et je ne veux pas abuser du temps des autres. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je m'abstiens maintenant. Je vous salue tous et merci beaucoup pour cette très importante conférence et réunion entre des gens de bonne qualité. Merci et bonne soirée. Merci à vous, Dr Kabara. Ça me touche, votre témoignage, profondément. Et grâce à des personnes comme vous, je pense que
la culture et l'éducation au Liban pourrait être vraiment notre Bible à suivre. Et justement, on peut continuer ensemble à faire rayonner la culture dans le monde. Merci, Dr. Kabbar. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je suis désolée, il y a eu des moments où j'ai dû faire vite, mais je pense que c'est une voilà, mise en bouche, comme on dit, hein, et après on peut revenir sur des informations à approfondir. Je m'excuse aussi, mes enfants rentrent de la crèche et de l'école, donc j'ai promis de finir avant, comme ça vous les entendez moins, mais vous allez peut-être les entendre venir et partir, et voilà. Ça fait plaisir de le voir. Je vois, pour revenir à ce que vient de dire M. Kabbara, au ministère de la Culture libanais, avec le nouveau ministre et son éminent conseiller, ils ont fait la différence. On a vraiment passé un mois de francophonie très agréable. Pour la première fois au Liban, il y a eu des manifestations culturelles, des activités très importantes, et on sent la différence avec le passé, parce que personne n'a pensé à la francophonie avant, n'a pas pensé célébrer ce mois avant, et on est très satisfait de toutes les activités qu'ils ont menées pendant le mois de la francophonie et auxquelles on a participé, bien sûr. Justement, merci à vous, à votre collaboration, aux efforts que vous avez effectués les uns et les autres, surtout Madame Elam et Madame Sophie. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. On fait toujours avec grande passion et plaisir. On aime ce que nous faisons. Merci, M. Kabbara. Nous faisons de notre mieux et nous le faisons avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Voilà, et j'annonce à tout le monde quand même une certaine chose, c'est qu'une fois le mois de la francophonie va se terminer à la fin du mois, on va recommencer au mois de la littérature arabe. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est très bien. Et j'invite tout le monde chez vous, pour ceux qui ont écrit des œuvres, des livres en langue arabe, littérature, poésie, etc., de présenter leurs produits, leurs œuvres avant la fin de ce mois-ci, si c'est possible, pour qu'on puisse la célébrer le 14 avril. À la Bibliothèque nationale, en faisant signer les livres dédicacés et en même temps en faisant des petites rencontres littéraires entre nous tous. Mettez ça dans la tête et nous sommes à vous et à votre disposition. Mais j'avais une petite question technique à Madame Cynthia concernant le problème. Je me souviens que lorsque j'étais môme, je n'arrivais pas à avoir la mémoire de la littérature. Je n'arrivais pas à apprendre par cœur les poèmes. Par contre, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, j'ai une mémoire extraordinaire en matière de mélodie. Et je me souviens que pour apprendre une poésie, je me mettais sur le piano et je composais la musique pour faire chanter la poésie que je devais apprendre par cœur pour pouvoir l'apprendre. Et je n'ai dans la tête actuellement en souvenir que la poésie qui a été associée à une musique. Comment vous expliquez ça alors? C'est extraordinaire parce que ça, justement, ça nous ramène à la capsule vidéo que nous avions vue au début. C'est qu'il y a un nouveau lobe qui a été justement utilisé pour consolider l'information. Donc, comme pour l'écriture, pour la lecture, voilà, il y a l'auditif et il y a le visuel. Ben, vous êtes passé par le toucher. Et c'est exactement le même phénomène qu'on fait avec les petits pour qu'ils sachent lire et écrire, ou avec même les adultes. On va aller chercher une troisième zone du cerveau pour consolider l'information. Et c'est extraordinaire parce que la musique, c'est également un langage universel et que c'est justement toute une partie, ça concerne toute une partie du lobe du cerveau. Alors, je vais prendre une dernière question, si vous permettez, après arrêter parce que j'ai les enfants tous seuls maintenant. Docteur. Oui, pardon. Il va poser une question.
Oui. Nous allons vous remercier tout d'abord, Madame Cynthia, pour cette présentation très, très riche et nous attendons un suivi, un autre webinaire sur les procédés mémotechniques. Super, avec plaisir. Voilà, Docteur, là, il y avait... Excusez-moi. Oui. S'il vous plaît, docteur, avant de quitter, s'il vous plaît, Oui, bien sûr. juste une petite demande. Est-ce possible d'envoyer un email ou bien une certaine lettre, je ne sais pas comment vous faites, pour l'université à USEC? Ils ont demandé une certaine attestation de participation. Est-il possible d'envoyer cette attestation par mail? Alors, oui, bien sûr. Je me tourne vers Dr Sophie et Dr Ilham. Donc, moi, oui. Ils n'ont qu'à demander l'attestation et on l'envoie par email. Il faut la demander. On fait des attestations, mais sur demande. D'accord. Est-ce possible d'envoyer mon email, mon adresse email via chat maintenant ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Il y a là tout de suite. Merci beaucoup à vous. C'est déjà fait. Et merci donc encore une fois, éminente audition. Merci vraiment à l'ALEF pour tout cet effort et au plaisir de se revoir très très prochainement en ligne et pourquoi pas de visu si vous êtes de passage à Paris. Dr Kapar m'a promis donc une rencontre quand il sera à Paris. Vous allez recevoir mon appel à partir du 16 avril. Voilà, très bonne soirée, mes chers compatriotes, mes chers vous collègues. aussi. Et au plaisir de se revoir. Bonsoir à tout le monde. À vous Bonsoir. aussi. Merci à la Bonsoir, lettre Cynthia. aussi. Merci beaucoup. Madame Hted, votre mot de la fin. Ah oui. Juste un éclaircissement. À propos des attestations, il vaut mieux que tout le monde, ceux qui veulent une attestation, qu'ils envoient la demande via le mail de l'ALEF. Donc, oui. comme ça, on pourra les avoir tous sur notre mail. Oui. C'est mieux. Oui, mais ils ont l'adresse affichée sur l'adresse. Voilà. Quelle adresse, s'il vous plaît? On ne l'a pas. Oui, on va la mettre tout de suite. On n'a pas l'adresse mail. Oui, on va vous la donner tout de suite. D'accord, s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Cynthia pour cette conférence si intéressante. Nous avons appris beaucoup de choses et je crois que les enseignants vont mettre en application ces précieuses informations. Très heureux de vous avoir pour cette soirée et de voir le petit qui embrasse sa maman. Parfait. Je voudrais aussi remercier M. Kabara de sa présence et de son intervention aussi au cours de ce débat et remercier tous les collègues de leur présence. Et je voudrais rappeler que nous avons fêté cette année, nous avons fêté la francophonie de façon un peu différente. Tout le long du mois, l'ALEF a organisé des manifestations. Je vous rappelle, le 9, c'était la signature des livres de l'ALEF. 5 livres de l'ALEF ont été signés en présence des élèves qui ont participé qui avaient leur texte dans certains de ces livres, particulièrement dans Florilège. Et la jeune Aya, qui a aussi signé son roman, elle était lauréate de l'un de nos concours. Et nous avons eu le 18 le concours chanson rap. C'était magnifique, vraiment. Et ensuite, le 24, on a eu une rencontre avec M. Bernard Hatem des éditions Hatem pour parler de l'importance de la lecture. C'était le plaisir du texte. On a beaucoup insisté sur le plaisir du texte et sur la nécessité d'une lecture précoce
dès le plus tendre, le plus jeune âge, même quand la personne est encore bébé. Le bébé a droit aussi à la lecture et ça éveille ses sens. On a maintenant clôturé avec cette belle conférence, clôturée en paix. Et je vous rappelle que nous allons avoir en mai 2 autres activités. Il y a les représentations virtuelles, le théâtre, et il y a autour du patrimoine, le patrimoine libanais. Le 27 mai, c'est le jour du patrimoine libanais et nous allons le célébrer à l'ALEF par la remise des prix du concours autour du patrimoine. On vous remercie. Et le dernier mot, c'est à vous, Madame Salou. Que puis-je dire de plus? Un grand merci à Cynthia, je t'appelle Cynthia, à la fin. Un grand merci pour cette, vraiment, comment dirais-je, une conférence qui a appris beaucoup de choses à des novices comme moi. C'était vraiment très excellent, très intéressant. Je remercie évidemment aussi de tout cœur toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation. Sœur Emmanuelle, vous êtes toujours là. Et je voudrais aussi vous dire au revoir pour nos prochaines activités. Et, je vous quitte sur une note optimiste, n'est-ce pas? Nous allons nous revoir bientôt. Merci. À très bientôt. Moi, je Il vous va y quitte avoir avec un suivi, Madame Aïd. Ah oui, oui, sûrement. Absolument. Bisous, bisous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Pardon. encore une fois. Oui. Madame Saloum, Oui. Madame Saloum, Oui. alors le mail c'est alef.liban.2020@gmail.com. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, grand merci. Merci à vous. Grand merci. Ah, on a de la peine à se quitter, n'est-ce pas? C'est vrai. Merci, Dr. Saloum. Merci, Dr. Ilham. Merci. Merci. Vraiment, cette formation est Dr. très Rima. enrichissante. Très, très enrichissante. Nous avons beaucoup appris et vraiment, ça mérite un deuxième webinaire. Oui, sûrement. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses à approfondir. Surtout Oui, que la merci pédagogie beaucoup. Au revoir. en vogue et vraiment, on a besoin de beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt comptez sur avec nous. de belles aventures. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci Merci à encore tout le pour votre présence. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir, mon frère. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ilham. Merci, Joséphine. Toujours Bye. Il y a le temps de te reposer maintenant, Ilham. Oui, on a besoin. On arrive à la fin maintenant. Mais il y a une pause le mois d'avril. Il y a une pause. Ah oui. On fait Oui, rien. oui, Il y a les on a fêtes. Ramadan, oui. On va fêter Pâques et il y a le Ramadan là, après. Donc, on revient le 20 mai avec le concours théâtre. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Et merci. Mille merci. Habib. Habib, Merci, Habib. حبايب القلب حبايب القلب Au revoir, au revoir. يلا on se voit Inch'Allah. Le mérite. À une prochaine rencontre. Inch'Allah. Inch'Allah.